Le moment de la fin de l'histoire, à bien des égards, a créé l'illusion que l'hégémon était réellement tout-puissant et le resterait toujours. Cependant, la réalité est que l'histoire ne s'est pas du tout terminée. Je veux dire, elle s'est à peine reposée. Nous voyons cela non seulement dans le domaine technologique, mais aussi dans la manière dont récemment, au cours des 15 à 20 dernières années, les États-Unis et l'Europe ont démantelé une bonne partie de l'infrastructure mondiale qu'ils avaient construite. Et par infrastructure, je ne veux pas seulement dire le matériel physique. Je parle également des cadres organisationnels et réglementaires. Un exemple frappant est l'Organisation mondiale du commerce. Cette organisation est le point culminant d'un long développement depuis l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et ainsi de suite. Elle a établi les règles du commerce qui étaient biaisées pour avantager les États-Unis et l'Europe. L'instant où l'OMC est devenu véritablement international et que d'autres pays ont commencé à l'utiliser pour défier les États-Unis, exigeant un accès à ces marchés, les États-Unis ont effectivement mis l'OMC en échec. Ils l'ont fait en refusant de nommer un juge à la Cour d'appel, rendant le mécanisme de résolution des différends, qui était à la fois intelligent et efficace, inopérant. Ce mécanisme faisait partie de l'infrastructure que les États-Unis ont autrefois soutenue, mais ne soutiennent plus. Maintenant, nous assistons à l'émergence de méthodes alternatives pour structurer le commerce. La Chine a développé des approches alternatives pour renforcer sa capacité de fabrication. Cela affaiblit finalement le pouvoir de l'hégémon, qui tirait sa force de la fourniture de biens publics. En contrôlant la plateforme, l'hégémon jouissait d'une influence démesurée. Ben Norton mentionne que la Chine est le seul pays, à part les États-Unis, qui possède une souveraineté technologique. Je suis d'accord que la capacité de la Chine à créer ses propres versions de WeChat, essentiellement son propre Twitter et d'autres plateformes, modifie la dynamique de l'interaction entre l'État, la société et l'économie. Absolument. La souveraineté technique, je crois, que ce soit par la planification, un bon design ou un peu de bonne fortune, et probablement une combinaison des trois, a permis à la Chine de se protéger contre les choses qu'elle considère comme nuisibles. Cela a également signalé la capacité des États-nations à poursuivre un chemin plus souverain dans le domaine technique. J'ai décrit cela dans certains des essais que j'ai écrits comme l'émergence d'une forme de Westphalie technique ou d'une Westphalie numérique. Pour le moment, cela reste quelque chose que très peu de pays peuvent réaliser. Mais je pense que, revenant aux observations précédentes sur les technologies open source et sujets similaires, celles-ci deviendront de plus en plus accessibles aux pays du monde entier. De même par rapport à l'OMC et aux questions connexes que vous avez mentionnées, il y a eu une réaction auto-immune qui a corrodé les fondations de l'hégémon. Ces réactions auto-immunes ont été instigées par l'hégémon lui-même. Cela semble contre-intuitif, mais souligne une croyance intégrée que la position hégémonique leur permet de dicter les termes indéfiniment. Cependant, le monde ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui, s'il l'a jamais fait. Ainsi, le moment de la fin de l'histoire a créé l'illusion que l'hégémon était tout-puissant et le resterait toujours. Cependant, la réalité est que l'histoire ne s'est pas terminée. Elle a à peine marqué une pause et a continué à évoluer à mesure que les nations poursuivaient leur développement. Nous sommes maintenant à un point où les capacités techniques des nations à poursuivre la souveraineté technique
et à adopter le Westphalie numérique comme système d'exploitation mondial vont remettre en question les fondements de la grande technologie américaine. Cela remet déjà en question les fondements techniques et institutionnels des systèmes de commerce et de finances mondiaux dominés et libellés en dollars américains. Où voyez-vous les BRICS dans toutes ces équations? Parce que les BRICS existent depuis longtemps, mais récemment, ils ont gagné beaucoup d'élan. Il y a beaucoup de discussions et de preuves que ces États montrent un désir de se regrouper et de s'engager dans le commerce. Cependant, ils ne se dirigent pas vers la formation d'une alliance militaire. Ils en sont loin. Ils sont également loin de s'intégrer de la manière dont les États européens l'ont fait, par exemple. C'est un modèle différent, davantage un contrepoids au G7, une alliance très lâche. Où le voyez-vous s'insérer dans ce nouveau scénario? Regarde, je pense que ça a plusieurs dimensions, Pascal. L'une des dimensions, bien sûr, est la pure force. Collectivement, les BRICS élargis, ou BRICS+, apportent une capacité de production significative à la table mondiale, ainsi qu'un accès à d'importantes ressources naturelles, qu'il s'agisse de ressources minérales ou de ressources énergétiques basées sur les hydrocarbures. Ce sont des pierres angulaires très importantes pour être capables de mettre en œuvre un système international qui reconnaît vraiment que les États-nations sont souverains. Cela souligne que les relations entre eux doivent être basées sur un bénéfice mutuel. Pour garantir cela, ils doivent être capables d'apporter de véritables ressources économiques à la table. Donc, je pense que la première couche est qu'il y a une force économique significative basée sur les capacités de la vraie économie. Le deuxième aspect intéressant des BRICS est sa force économique, qui permet le développement d'un système de paiement séparé du système SWIFT et basé sur le dollar américain après Bretton Woods. Cela devient de plus en plus important en raison de la militarisation du dollar américain et de son système de paiement. Détenir des réserves en dollars américains ou des actifs libellés en dollars américains ou même en euros est devenu risqué. Ils sont à risque de censure arbitraire et de confiscation. Cette situation, particulièrement évidente dans le contexte de la Russie et de l'Ukraine, représente une réponse autodestructrice. L'idée que vous pouvez confisquer des actifs de manière capricieuse signale en fait à tous les autres détenteurs d'actifs libellés dans ces devises qu'il existe des risques significatifs. C'est donc la deuxième couche des BRICS. Cela apporte un élan autour de la multipolarité des devises. La troisième chose que les BRICS apportent à la table est un ethos opérationnel. Cet ethos, qui a été critiqué par ceux qui veulent dépeindre les BRICS comme un groupe désorganisé et incohérent, est en réalité sa force. Il n'est pas motivé par l'idée d'une proposition hégémonique unique et englobante. Au lieu de cela, il n'y a pas de Léviathan en coulisses fournissant une sécurité de dernier recours à tous. L'ethos opérationnel des BRICS reconnaît un ensemble distribué de relations de pouvoir. Cela nécessite que les nations membres interagissent entre elles sur la base de leurs propres termes, mérites et intérêts mutuels, sans s'attendre à ce qu'un Léviathan fournisse de la sécurité en arrière-plan. Un autre élément important des BRICS, lié à sa force économique, est l'émergence de la Banque des BRICS, le nouveau développement. La Banque des nouveaux développements est relativement nouvelle et surtout, elle a commencé à lever des capitaux dans les monnaies nationales en émettant des obligations. Cela permettra de fournir des financements aux États membres dans leur propre monnaie. Cela devient de plus en plus significatif
dans un contexte où la weaponisation du monde libellé en dollars américains est préoccupante. Détenir des dettes en dollars américains expose les pays au risque de taux de change et à l'impact de la politique monétaire domestique américaine. À mesure que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, le coût du remboursement de la dette augmente également, mettant une pression supplémentaire sur les économies domestiques. Alors les BRICS sont en fait une pièce vraiment importante du puzzle de la transformation. Certains vont jusqu'à dire que les BRICS offrent une narrative alternative aux Nations Unies. Ils soutiennent que les BRICS sont fonctionnels, alors que les Nations Unies, à divers égards, se sont révélées bien moins fonctionnelles que beaucoup l'avaient espéré lors de leur création. Je ne suis pas sûr d'aller aussi loin pour le moment. Les BRICS comprennent 11 pays, tandis que les Nations Unies ont 70 ans d'histoire et plus de 190 pays. C'est une situation différente. Cependant, l'idée d'un ADN opérationnel fonctionnel parmi les pays que les BRICS apportent à la table est quelque chose dont l'ONU pourrait également bénéficier. Oui. L'ONU, en raison de sa structure, de sa charte et de son organisation, semble presque impossible à adapter de la manière nécessaire, car elle s'est essentiellement bloquée elle-même. Cependant, les BRICS, étant un phénomène relativement récent et naturel, représentent une approche différente. Ces pays se rassemblent naturellement et prennent de l'élan, ce qui change considérablement la dynamique. Il est également important de se rappeler qu'au sein des BRICS, des conflits peuvent survenir, mais l'opposition ne cesse pas. La Chine et l'Inde ont des différends frontaliers. Ils ont des différends très forts, mais ils les gèrent et coopèrent malgré tout. C'était également une démarche intelligente d'étendre les BRICS pour inclure l'Iran et l'Arabie saoudite, démontrant que les pays peuvent être rivaux et partenaires en même temps et peuvent avancer à des vitesses différentes. C'est une approche très différente de celle du G7, qui se concentre sur la coopération uniquement avec les alliés et s'assure que ces alliés restent unis. Une chose qui m'interroge est le mouvement de délaissement du dollar, qui se produit définitivement. Il n'y a aucune question à ce sujet. Mais avoir une monnaie de réserve unique ou une monnaie principale offre de nombreux avantages. C'est pourquoi tout le monde utilise le dollar. Ce n'est pas seulement parce que les États-Unis l'ont imposé à travers le système du pétrodollar. C'est aussi parce que c'est pratique comme unité de compte et comme moyen pour d'autres pays d'échanger. Alors, si nous évoluons vers un monde où le dollar américain n'est qu'une monnaie parmi d'autres, comment pensons-nous que les systèmes de paiement actuels et les mécanismes de règlement des dettes fonctionneront? Impliquera-t-il une monnaie différente ou passerons-nous à un modèle différent? Peut-être un panier entier de monnaies dans lequel les pays pourront alors contracter des dettes. Quel est le scénario le plus probable, à votre avis? Prenons un moment pour prendre du recul et comprendre les rôles que ces monnaies jouent dans le commerce transfrontalier. En tant que monnaie de réserve et moyen de paiement transfrontalier, une monnaie sert essentiellement de numéraire. Cela signifie que dans un échange entre deux parties, par définition, elles échangent des équivalents. Elles échangent deux choses tout à fait différentes, mais elles ont besoin d'un moyen de convenir que ce qu'elles échangent est équivalent en valeur. Un numéraire facilite cet accord. Essentiellement, n'importe quoi peut servir de numéraire tant que les parties concernées sont d'accord sur cela. Le numéraire doit être stable ou relativement stable, car il est important que les parties aient confiance dans le fait qu'elles peuvent continuer à effectuer des transactions ou des échanges d'équivalence dans le temps.
en maintenant à peu près la même valeur aujourd'hui, demain et dans un an. Le dollar américain servant de numéraire a été assez utile à cet égard. Lorsque le dollar américain est devenu pour la première fois la monnaie dominante dans les années immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, les discussions à Bretton Woods qui ont facilité cette transition ont déclenché un débat très intéressant entre les économistes britanniques et américains impliqués dans ces négociations. Du côté américain se trouvait un homme nommé White et du côté britannique, un homme nommé Keynes. Keynes a proposé ce qui était effectivement une monnaie non nationale, le Bancor, qui fonctionnerait comme le numéraire contre lequel toutes les monnaies nationales seraient ajustées. Les échanges commerciaux se dérouleraient par l'intermédiaire d'une chambre de compensation où les nations ou les banques centrales auraient des comptes dans lesquels les Bancors seraient ajustés. Le mécanisme proposé par Keynes aurait exigé que les pays ayant des excédents de Bancor investissent dans les pays débiteurs pour faciliter le rétablissement de l'équilibre au sein du système mondial. Cependant, la proposition de Keynes n'a pas abouti. Les États-Unis avaient de nombreuses bonnes raisons de préférer et de vouloir que le dollar américain soit le numéraire prédominant au sein du système commercial mondial. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était la dernière et unique superpuissance manufacturière au monde après la Seconde Guerre mondiale. Pendant de nombreuses années, il a enregistré d'importants excédents commerciaux. Par conséquent, il était très logique pour les Américains de l'époque de préférer un système ancré par le dollar américain comme numéraire du système. Cependant, à l'époque, on réfléchissait sérieusement à des alternatives. Aujourd'hui, la numérisation des flux d'informations et des comptes dans les registres rend possible d'imaginer un numéraire numérisé pour remplir ce type de fonctions. Peut-être que les pays des BRICS explorent cela en 2024, alors qu'ils conçoivent et travaillent sur un système de paiement basé sur une monnaie nationale des BRICS à travers leur ministre des Finances. Je ne suis pas sûr du résultat final, mais il semble peu probable qu'une monnaie unique remplace le dollar américain à court terme. Il y a de nombreuses raisons à cela. Une raison est que les transformations du système en cours ne visent pas à remplacer une superpuissance économique par une autre. Au lieu de cela, il s'agit de transformer le système économique en un système plus décentralisé. Ce déplacement vers la décentralisation dans les réseaux économiques mondiaux mènera naturellement à l'émergence et à l'utilisation de plusieurs monnaies nationales. Oui, mais cette approche a des coûts significatifs et pose des problèmes. Si vous réglez tous les échanges transfrontaliers en monnaie locale, tout le monde doit détenir les monnaies de tous les autres. Cette situation est compliquée et entraînera probablement un changement. Entre-temps, cela maintiendra probablement l'utilisation du dollar américain dans une mesure significative. Donc, ma question est, où allons-nous ensuite? Serons-nous capables de gérer technologiquement le fait de détenir autant de monnaies entre nous, ce que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent? C'est la beauté de la numérisation. Elle permet de résoudre de nombreux problèmes de coûts de transaction grâce aux registres numériques. Cela nous ramène à la question de ce qui fonctionne comme un numéraire. Notre espoir est qu'il serve à équilibrer les flux de valeur entre différentes économies. Beaucoup des problèmes de conception ont été abordés, en gros, il y a 70 ans. Avec une perspective technologique, nous évoluons vers un système de commerce basé sur une monnaie nationale décentralisée et techniquement activée. La question est maintenant de savoir ce qui remplira le rôle de numéraire, ce qui l'ancrera et quels seront les mécanismes d'ajustement.
Ces mécanismes permettront au ratio monnaie nationale à numéraire de s'ajuster au fil du temps. Cela sera probablement un sujet d'effort intellectuel considérable, de négociation et de compromis à l'avenir. Oui, la question qui me préoccupe est de savoir ce qui, dans notre discussion, sera véritablement nouveau en termes de ce que la technologie peut apporter, et ce qui n'est qu'un vieux problème déguisé en nouveauté. C'est fascinant parce que l'argent numérique n'est pas nouveau. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Suisse était au Japon et avait ses ambassades ouvertes, elle a réglé beaucoup de comptes entre différents belligérants numériquement, mais via le télégraphe. Donc, vous avez des registres et un moyen de communication, et ensuite vous pouvez commencer à régler. Cela montre que l'argent numérique est en fait une vieille technologie, pas une nouvelle. La question devient alors de savoir si la technologie transformera les principes sous-jacents ou si nous avons juste besoin d'une nouvelle manière de faire quelque chose que nous faisons depuis les 200 dernières années. Eh bien, je pense que c'est un peu des deux, Pascal. Vous avez soulevé un point vraiment important concernant l'expérience de la Chambre de compensation japonaise utilisant le télégraphe. En fin de compte, ce ne sont que des systèmes d'information. Traditionnellement, les deux parties effectuant une transaction conservaient leur propre registre. Il y avait également un troisième registre qui tentait de conserver des enregistrements correspondants. C'était essentiellement un problème de comptabilité, en partie double. Maintenant, les développements technologiques abordent quelques problèmes concernant la manière dont ces registres sont maintenus. Cela soutient que les monnaies nationales deviennent plus significatives et créent des écosystèmes opérationnels qui sont moins risqués pour les nations et leurs monnaies. L'idée qu'une tierce partie pourrait de manière capricieuse et unilatérale censurer ou confisquer des monnaies ou des actifs peut être atténuée. Cela est possible lorsque le registre comptabilisant toutes ces choses est maintenu collectivement. Alors, c'est l'idée de DCL, la blockchain. La blockchain, ou un registre distribué d'une certaine sorte, est au cœur de cela. Nous avons déjà vu un certain nombre de projets mondiaux faire des progrès dans ce domaine. Par exemple, Enbridge est un projet axé sur les paiements transfrontaliers utilisant des monnaies numériques. Il est soutenu par un réseau de banques centrales, incluant celles de Chine, de Thaïlande, des Émirats arabes unis et de l'autorité monétaire de Hong Kong. Ces banques maintiennent collectivement le registre, avec des partenariats de la Banque des règlements internationaux et de la Banque des règlements internationaux. Enbridge se distingue parce qu'il démontre comment la technologie de registre distribué peut aborder divers problèmes. Il offre des solutions tant du point de vue de la réduction des coûts que de la mitigation des risques. L'autre aspect intéressant de la numérisation est qu'elle permet de programmer des choses pour accélérer la manière dont l'information déclenche des événements en aval et de conditionner ces événements en aval. Maintenant, lorsque les gens achètent et vendent des choses, intrinsèquement, ils n'achètent et ne vendent pas seulement les choses elles-mêmes, mais aussi des informations sur les choses. Si vous n'êtes pas satisfait des informations concernant l'objet que vous achetez, alors il est peu probable que vous concluiez la transaction. Donc, vous faites preuve de diligence raisonnable parce que vous cherchez des informations sur ce que vous achetez. Même dans les transactions de base, où vous traitez, disons, des conteneurs de denrées alimentaires, par exemple, une information de base est la tonne, et si le contenu répond réellement aux spécifications que vous aviez. Ce sont le genre de choses qui comptent. Désormais, les paiements ne se produisent que lorsque des conditions d'information spécifiques sont remplies. La numérisation peut accélérer ce processus. Elle peut accélérer la vérification et les actions subséquentes.
Ainsi, au lieu que les fonds restent inactifs pendant 2, 3, 4, 5 ou même 10 jours, en attendant que les informations soient vérifiées, puis que des messages soient envoyés pour que les fonds soient débloqués, nous pouvons maintenant compléter ce processus en secondes ou millisecondes. Cela a des implications à l'échelle du système, car cela signifie qu'il y a en fait moins besoin que le capital de fonctionnement reste inactif au sein du système économique global. L'argent reste inactif seulement lorsque les informations sur les biens et services ne circulent pas ou ne sont pas résolues. Cela nous permet de pré-programmer des tâches. Le concept de programmabilité devient nettement plus accessible dans un environnement numérisé que par le passé, lorsque le commerce dépendait d'enveloppes de documentation commerciale, de lettres de crédit documentaires et de méthodes similaires. Ainsi, la numérisation provoque une transformation qualitative. Cependant, l'aspect fondamental est essentiellement une interprétation moderne de pratiques très anciennes, telles que la tenue de livres comptables. Il sera intéressant de voir comment cela va évoluer et si nous assisterons à la résurgence d'institutions telles que la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui pourraient jouer un rôle significatif à l'avenir. Vous en avez brièvement parlé. Mais comme nous approchons de la fin, Warwick, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter? Permettez-moi de dire une dernière chose, Pascal. Cela concerne la question de la transformation ou de la migration d'un système ancré dans le dollar vers autre chose. Il est difficile de penser à quel point quelque chose peut changer à moins d'avoir un point de référence. Le point de référence le plus récent et le plus intéressant pour moi est ce qui s'est passé en relation avec la Russie au cours des 2 dernières années. Au cours des 2 dernières années, la Russie est passée d'un système commercial ancré par le dollar américain et dans une plus grande mesure par l'euro, à un système où plus de 90% de ses règlements commerciaux sont désormais effectués dans des devises autres que le dollar américain et l'euro. La Russie n'est pas une petite économie. Ses interactions commerciales mondiales ne sont pas triviales. Par conséquent, l'expérience de la Russie démontre qu'une transition vers un système de règlement des échanges commerciaux non ancré par le USD peut se produire plus rapidement que nous pourrions l'anticiper. Ceci sans prendre en compte aucun jugement normatif et moral. De même, l'utilisation du renminbi, pour régler plus de 50% des échanges commerciaux de la Chine marque un changement significatif. Il y a 30 ans, le RMB était utilisé pour environ 5% des règlements commerciaux de la Chine. Maintenant, il représente juste un peu plus de 50%. Considérant que la Chine est la plus grande nation commerçante au niveau mondial, cela indique un mouvement significatif, loin d'un écosystème dominé par le USD. La transition se produit plus rapidement que nous le réalisons souvent, et le cas de la Russie est que quel vite un tel changement peut se produire et qu'est-ce qu'il y a un besoin pour cela. Ce qui m'est exactement passé par la tête, c'est qu'après Janet Yellen, M. Lavrov est allé en Chine. C'est comme, d'accord, cela est significatif. C'est une énorme négociation et le changement peut survenir rapidement. Warwick Powell, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Un plaisir absolu, Pascal.